Le lendemain matin, il alla jusqu'à la tombe du vieil homme. Il y avait, au milieu, une pousse de blé unique, ce même épi que le vieillard avait des semaines auparavant tenu entre ses mains mortes et qui venait de renaître. Il lui parla et n'obtint pas de réponse. « Vous avez travaillé ce champ toute votre vie, parce que vous deviez le faire. Et puis, un jour, vous avez rencontré votre propre vie qui poussait là. Vous avez su que c'était la vôtre. Vous l'avez fauchée, et vous êtes rentré chez vous, vous avez mis vos vêtements prévus pour le tombeau, et votre cœur a cédé, et vous êtes mort. C'est comme ça que c'est arrivé, pas vrai? Et puis vous m'avez passé la terre, et quand je mourrai, je suis censé la passer à quelqu'un d'autre ?» La voix de Drew était angoissée. Depuis combien de temps que ça dure ainsi, avec personne pour connaître l'existence de ce champ et son usage, sauf l'homme à la faux. Tout soudain, il se sentit très vieux. La vallée lui parut ancienne, momifiée, secrète et desséchée, courbée et puissante. Au temps où les Indiens dansaient sur la prairie, il était là, ce champ. Le même ciel, le même vent, le même blé. Et avant les Indiens, quelques Cro-Magnons noueux, tordus, hirsutes et broussailleux manœuvrant une sorte de faux primitive taillée dans une branche, rôdant, guettant peut-être une proie à travers le blé vivant. Drew retourna à son travail. Soulevé, descendu, soulevé, descendu, soulevé, descendu, obsédé par l'idée d'être celui qui manœuvrait la faux. Lui-même. Cela éclata soudain dans son esprit en une folle, une sauvage poussée de force et d'horreur. Soulevé, qui me branle, descendu, ébranle le monde. Il dut accepter l'emploi avec une certaine philosophie. C'était simplement une manière d'assurer à sa famille le vivre et le couvert. Il méritait de manger convenablement et d'être décemment logé après toutes ces années. Soulevé, descendu, chaque grain une vie qu'il fauchait net en 2 morceaux. S'il faisait attention, il regarderait le blé, le surveillerait. Eh bien, lui-même et Molly et les petits pourraient vivre indéfiniment. Une fois qu'il aurait trouvé la place où poussait le grain qui était Molly et Suzy et le petit Drew, il ne les couperait jamais. Et cela lui vint comme un signal, tranquillement. Droit devant lui, exactement droit devant lui. Un coup de faux de plus, et il les aurait fauchés. Molly, Drew, Suzy, il en était certain. Tremblant, il s'agenouilla et regarda ces quelques grains de blé. Ils s'échauffèrent à son contact. Il gémit de soulagement. Si pourtant il les avait fauchés, sans deviner. Il exhala lentement son souffle, se leva, prit la faux, s'écarta de quelques pas et resta longtemps à regarder la place. Molly trouva très bizarre qu'il rentre de bonne heure à la maison et lui donne un baiser sur la joue sans aucune raison apparente. Au dîner, Molly remarqua. « Tu as quitté de bonne heure aujourd'hui. Est-ce que le blé pourrit toujours sitôt tombé ?» Il fit un signe affirmatif et reprit de la viande. Elle dit. « Tu devrais écrire aux gens de l'agriculture et leur demander de venir voir. »« Non, dit-il. C'était une simple suggestion. » Les yeux de l'homme s'écarquillèrent. « Faudra que je reste ici toute ma vie. Je ne peux pas laisser quelqu'un d'autre tripatouiller ce blé. Il ne saurait pas où couper et ne pas couper. Il pourrait faucher là où il ne faut pas. »« Où ça qu'il ne faut pas ?»« Oh, nulle part, dit-il. Absolument nulle part. » Il posa calmement ses mains sur la table. Qui sait ce qu'ils seraient capables de faire, ces gens du gouvernement? Peut-être même qu'ils voudraient labourer en profondeur, retourner tout le champ. Molly approuva. « Ce doit être tout juste ce dont il a besoin, » dit-elle, et ensuite tout recommencer avec de la semence neuve. Il ne finit pas son dîner. « J'écrirai pas à aucun gouvernement, et je laisserai pas à aucun étranger le soin de faucher ce champ, et c'est comme ça, » dit-il, et la contre-porte battit derrière lui. Il passa au large de l'endroit où les vies de sa femme et des enfants poussaient au soleil et s'en alla balancer sa faux à l'autre bout du champ où il savait qu'il ne risquait pas de commettre une erreur. Mais il n'aimait plus sa besogne. Au bout d'1 heure, il sut qu'il avait donné la mort à 3 de ses amis très chers dans le Missouri. Il lut leurs noms dans les épis, tranchés, et ne put continuer. Il enferma la faux dans la cave et mit la clé de côté. La moisson était finie pour lui, finie pour de bon. Il fuma sa pipe dans la soirée sur le perron devant la ferme et raconta des histoires aux gosses pour les entendre rire. Mais ils ne rirent pas beaucoup. Ils semblaient renfermés, fatigués.
Bizarre, comme s'ils n'étaient plus ses enfants. Molly se plaignit de mal à la tête, travailla un peu par la maison, alla se coucher tôt et s'endormit tout de suite d'un profond sommeil. Cela aussi, c'était curieux. Molly se couchait toujours tard, était toujours en mouvement. Le champ de blé ondulait et la lune faisait ressembler ses vagues à celles d'une mer. Il avait besoin d'être fauché. Certains endroits avaient besoin d'être fauchés maintenant. Drew Erickson, assis devant sa porte, essayait de ne pas le regarder. Qu'arriverait-il au monde si lui, Drew Erickson, ne retournait plus jamais dans le champ? Qu'arriverait-il aux gens mûrs pour la mort qui attendaient la venue de la faux? Il allait attendre et voir. Molly respirait doucement quand il souffla la lampe à huile et se coucha. Il ne pouvait pas dormir. Il entendait le vent dans le blé, sentait dans ses bras et dans ses doigts la fin du travail. Si bien qu'au milieu de la nuit, il se trouva dans le champ. Il marchait, la faux dans les mains, marchait comme quelqu'un qui a perdu l'esprit, marchait et tremblait de peur, à demi réveillé. Il ne se rappelait pas avoir ouvert la porte de la cave et pris la faux. Mais il était là, sous la lune, marchant parmi les grains. Parmi ces grains dont beaucoup étaient vieux, là, désireux, tellement désireux de dormir, du long, du calme sommeil sans lune. La faux le tenait, pesait sur ses mains, le forçait à avancer. Sans savoir très bien comment, en se débattant, il parvint à s'en dégager. Il la jeta par terre, s'enfuit en courant à travers le blé, s'arrêta et tomba à genoux. « Je ne veux plus tuer, dit-il. Si je travaille avec cette faux, je serai forcé de tuer Molly et les petiots. Ne me demandez pas de faire cela. » Les étoiles demeuraient au ciel, faibles, brillantes. Derrière lui, il entendit un son lourd, sourd. Quelque chose bondit au-dessus de la colline, droit vers le ciel. C'était comme une chose vivante avec des bras de couleur rouge, léchant les étoiles. Des étincelles lui tombèrent sur la figure. L'épaisse, la chaude odeur du feu vint en même temps. La maison. Criant, il se leva lent, pesant, sans espoir, se dressa sur ses pieds, regarda le grand incendie. La petite maison blanche, avec ses chênes verts, grondait, s'épanouissait en une sauvage floraison de feu. La chaleur roula par-dessus la colline. Et il nagea dans la chaleur, et plongea dedans, buta, trébucha, s'y noyant par-dessus la tête. Avant qu'il soit au bas de la colline, il ne restait pas un bardeau, pas une cheville, pas un seuil qui ne fût tout vivant de flammes. Cela faisait des bruits de craquements, de soufflures, de crevasses, des bruits tâtonnants et incertains. À l'intérieur, personne ne criait. Dehors, personne ne courait, n'appelait. Il hurla dans la cour. « Molly! Suzy! Drew !» Il n'obtint aucune réponse. Il courait après le feu, si près que ses sourcils grésillèrent et se fanèrent, que sa peau se ratatina comme du papier qui flambe, se fronça en petites boucles serrées. « Molly! Suzy !» Le feu s'installa joyeusement pour se nourrir. Drew courut une douzaine de fois autour du brasier, tout seul, essayant de se frayer un passage. Puis, il s'assit là où le feu rôtit son corps et attendit jusqu'à ce que le mur se fût effondré, en écrasements successifs, voltigeant, jusqu'à ce que les derniers plafonds ploient, couvrant les planches de plâtre fondu et de voliges embrasées, jusqu'à ce que les flammes meurent, et que la fumée monte en toussant, et qu'une journée nouvelle se lève avec lenteur. Et il n'y avait plus rien que des cendres brasillantes, et du bois qui se consumait lentement avec une odeur acide. Sans s'inquiéter de l'affreuse chaleur qui montait par bouffées des charpentes nivelées, Drew pénétra dans la ruine. Il faisait trop peu jour encore pour y voir grand-chose. Il était là, debout, comme un étranger dans un pays neuf et différent. Ici, la cuisine, les tables carbonisées, des chaises, le fourneau, le buffet. Ici, le corridor. Ici, la petite salle de séjour et alors là, de l'autre côté, la chambre. La chambre où Molly se trouvait, encore vivante. Elle dormait parmi les poutres tombées, parmi les ressorts d'acier et d'autres pièces métalliques d'un rouge furieux. Elle dormait comme si rien ne s'était produit. Ses petites mains blanches, allongées à ses flancs,
moucheté d'étincelles. Son calme visage endormi, avec une latte enflammée en travers d'une joue. Drou s'arrêta, n'y croyant pas. Dans les ruines de sa chambre fumante, elle était étendue sur un lit crépitant d'étincelles, la peau intacte, la poitrine qui se soulevait, retombait, absorbait l'air. Molly! Vivante et endormie après l'incendie, après que les murs s'étaient écroulés en rugissant, après que les plafonds s'étaient affaissés sur elle, après que tout autour d'elle les flammes avaient vécu, dansé. Il força son chemin à travers des piles de débris fumants, et ses chaussures fumaient aussi. Ses pieds auraient pu être brûlés et séparés du corps à la hauteur des chevilles, qu'il ne l'aurait pas su. « Molly !» Il se courba sur elle. Elle ne bougea, ni ne l'entendit, ni ne parla. Elle n'était pas morte, elle n'était pas vivante. Elle était là, sans plus, avec le feu qui l'entourait, l'enveloppait, ne la touchait pas, ne lui faisant aucun mal. Sa robe de nuit de coton était salie de cendres, mais non brûlée. Ses cheveux bruns étaient sur un oreiller de braises ardentes. Il lui toucha la joue et la trouva froide, froide au milieu de l'enfer. De petits souffles tremblaient au bord de ses lèvres à demi souriantes. Les enfants aussi étaient là. Derrière un voile de fumée, il distingua 2 petites silhouettes blotties dans les cendres, et dormant. Il les emporta tous les 3 au bord du champ de blé. « Molly, Molly, réveille-toi! Réveillez-vous, les gosses! Les petits, réveillez-vous !» Il respirait sans bouger, et continuait à dormir. « Les petits, réveillez-vous! Votre mère est... » Morte? Non, pas morte, mais... Il secoua les enfants comme s'ils étaient fautifs. Ils n'y prêtèrent nulle attention. Ils étaient occupés par leurs rêves. Il les reposa à terre et se tint penché sur eux, et son visage était marqué de plis profonds. Il savait pourquoi tous 3 avaient traversé l'incendie sans se réveiller, et pourquoi ils dormaient encore à présent. Il savait pourquoi Molly restait là, immobile, sans plus avoir envie de rire jamais. Puissance du blé et de la faux. Leur vie, destinée à finir hier, le 30 mai 1938, s'était trouvée prolongée uniquement parce qu'il avait refusé de couper le grain. Ils auraient dû mourir dans les flammes. C'est ainsi que les choses étaient prévues, ainsi qu'elles auraient dû se passer. Mais puisqu'ils n'avaient pas employé la faux, rien ne pouvait les blesser. Une maison avait brûlé sur eux, avait disparu, et eux vivaient encore, saisis à mi-route, ni morts, ni vivants, simplement en attente. Et par le monde entier, des milliers d'autres, juste comme eux, victimes d'accidents, d'incendies, de maladies, de suicides, attendaient, dormaient, juste comme dormaient Molly et ses enfants, incapables de mourir, incapables de vivre. Tout cela parce qu'un homme avait cru qu'il pourrait cesser de travailler avec une faux, qu'il pourrait ne plus jamais travailler avec cette faux. Il baissa les yeux vers les enfants. La besogne devait être faite jour après jour, sans interruption, devait continuer sans jamais une pause, mais toujours la moisson, toujours et à jamais. Très bien, pensa-t-il, très bien, j'emploierai la faux. Il ne dit pas adieu à sa famille. Il se retourna avec une colère qui s'échauffait lentement, trouva la faux, partit à grande enjambée, marcha rapidement, bientôt se mit à trotter, puis courut à longue foulée à travers le champ, délirant, sentant la faim dans ses bras, cependant que les épis lui fouettaient les jambes. Il fonçait à travers tout, criait, s'arrêtait, il appela Molly, leva la faux et la baissa. Il appela Suzy, il appela Drou, et de nouveau, leva, puis abaissa la grande lame. Quelqu'un cria. Il ne se retourna pas pour regarder la maison en ruine et en cendres. Alors, sanglotant follement, il souleva la faux au-dessus du grain et l'abattit, et puis encore, et encore, et encore, fauchant à droite et fauchant à droite et à gauche, levé, abaissé, balancé à droite et à gauche et à gauche, découpant de larges cicatrices dans le blé vert et dans le blé mûr, sans choisir et sans se soucier, jurant, soulevé, abaissé et sacrant, soulevé, abaissé, riant, faisant chanter l'acier, le balançant dans le soleil et retomber avec un sifflement allègre, abaissé,
Des bombes noyèrent Londres, Moscou, Tokyo. La fosse se balançait follement, et les fours de Belsen et de Buchenwald s'allumèrent. La lame chantait, humide et cramoisie, et les champignons vomirent des soleils aveugles à White Sands, à Hiroshima, à Bikini, et plus haut et plus loin jusqu'aux cieux continentaux de la Sibérie. Le grain pleura en tombant, pleura une pluie verte. La Corée, l'Indochine, l'Égypte, l'Inde tremblèrent. L'Asie s'agita, l'Afrique s'éveilla dans la nuit, et la lourde lame continuait, soulevée, abaissée, écrasant de son poids, tranchant, séparant avec la fureur aveugle et sauvage d'un homme qui a tant et tant perdu qu'il ne se préoccupe plus du tout de ce qu'il peut bien faire au monde. À quelques courts miles de la grande route principale, au bout d'une dure route de cendrée qui ne mène nulle part, à quelques courts miles à peine d'une grande route bondée de trafic à destination de la Californie, une fois par hasard, de loin en loin au cours des ans, quelques vieux clous quittent la route, s'engagent dans l'embranchement, s'arrêtent tout fumant devant les ruines calcinées d'une petite maison blanche au bout du chemin de cendrée, pour demander un renseignement au fermier qu'ils voient au loin et qui travaille, de façon folle, insane, sauvagement, sans s'arrêter nuit et jour dans l'interminable champ de blé. Mais il ne tarde de lui ni information, ni aide d'aucune sorte, ni même de réponse. Le fermier, dans son champ, est trop occupé, même après tant d'années déjà, trop occupé à trancher, faucher, hacher le blé vert au lieu du blé mûr. Et Drew Erickson avance avec sa faux, à la lumière de soleils aveugles, un regard de flamme blanche dans ses yeux qui ne dorment jamais. Et il va, il va. Il va.